Les sujets sanitaires sont complexes. Ils mêlent des aspects scientifiques, éthiques, sociaux, voire législatifs, avec lesquels il faut composer pour viser un idéal à la fois protecteur de la santé publique et respectueux des individus et de leur liberté. Plus le problème est important, plus il concerne différents aspects de la vie privée et sociale, plus il est difficile à gérer. Alors imaginez ce que ça peut donner en cas de pandémie. No, God! No, God, please, no! On ne va pas parler de Covid aujourd'hui, mais d'une autre pandémie, celle causée par le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, qui provoque une maladie de type syndrome d'immunodéficience acquise, plus connue sous le nom de SIDA. Cette pandémie, qui dure depuis une quarantaine d'années, est malheureusement toujours un sujet d'actualité et la journée mondiale de lutte contre le sida approche. C'est tous les ans, le 1er décembre. Il n'existe pas de vaccin contre le VIH et les traitements actuels ne guérissent pas le sida, mais ils permettent de garder la maladie sous contrôle. Parallèlement à leur mise au point, une approche législative consistant à pénaliser la transmission sexuelle du VIH s'est développée dans plusieurs pays. Comment cette vague pénale a-t-elle évolué? Qu'implique-t-elle en termes de santé publique et de droits humains? Que dit-elle de notre rapport au risque, à la responsabilité et à la sexualité? À quel point est-elle le reflet de nos préjugés, notamment racistes? Bienvenue dans Avide de recherche. Charlotte Pézeril est anthropologue, directrice de l'Observatoire du sida et des sexualités, un centre de recherche de l'Université libre de Bruxelles. En 2016, elle a publié dans la revue Genre, Sexualité et Société un article intitulé « Le gouvernement des corps séropositifs, dynamique de pénalisation de la transmission sexuelle du VIH ». Celui-ci analyse la vague pénale observée depuis les années 2000 dans des pays comme la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et le Canada. Les premiers cas de sida ont été repérés aux États-Unis en 1981, le virus responsable a été décrit en 1983 et les premiers procès concernant sa transmission par voie sexuelle ont eu lieu dès les années 80. Les États-Unis, mais aussi la Suède et la Suisse ont lancé cette dynamique. Car, comme les virus, les informations circulent. Et ce qui se passe dans un pays influence les décisions prises par les autres. La première question au Parlement belge sur la pénalisation de la transmission sexuelle du VIH faisait par exemple référence à une condamnation aux Pays-Bas. À partir du milieu des années 2000, les procès se sont ainsi étendus à de nouveaux pays et sont devenus plus nombreux. En France par exemple, il n'y en avait eu que 3 entre 1998 et 2007 et il y en a eu 20 entre 2008 et 2014. En 1998, la Cour suprême canadienne a acté qu'en cas de pratique présentant un risque de transmission important, la non-révélation de la séropositivité d'un des partenaires rend le consentement invalide et transforme la relation sexuelle en agression sexuelle. Seulement, ce n'est pas évident de définir ce qui constitue un risque important. Cela a abouti à la condamnation de personnes séropositives n'ayant pas révélé leur statut et ayant pratiqué des pénétrations sans préservatif, mais aussi à celle de personnes qui avaient utilisé un préservatif. En France, la première condamnation pour transmission sexuelle du VIH date de 1999. Au Royaume-Uni, elle remonte à 2002 et, comme au Canada, la déclaration du statut sérologique est une obligation de fait, faute de quoi le consentement à un rapport sexuel à risque est considéré comme non valide. Mais ces procès ne concernent pas que des personnes ayant contaminé quelqu'un après avoir menti sur leur séropositivité. Ils n'impliquent même pas forcément de contamination. Plus de la moitié des condamnations suisses portent sur des cas d'exposition au virus qui n'ont pas abouti à une transmission. Et de telles situations ont parfois donné lieu à des peines très lourdes, jusqu'à 25 ans de prison aux États-Unis. En Suisse et au Canada, des personnes ont par ailleurs été condamnées pour avoir transmis le VIH alors qu'elles ne se savaient pas porteuses. Cette vague de pénalisation concerne aussi l'Afrique, via la loi de N'Djamena mise en place en 2004. Celle-ci vise notamment à lutter contre la discrimination des personnes porteuses du VIH, mais elle rend condamnable tout attentat à la vie d'une personne par l'inoculation de substances infectées par le VIH, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Autrement dit, elle pénalise la transmission du VIH de façon très large, indépendamment de l'utilisation de moyens de prévention. Ici, avoir averti son partenaire en cas de séropositivité ne change rien, et dans certains pays, cela a même conduit à condamner des transmissions de mère à enfant.
Ah! En résumé, la pénalisation de la transmission du VIH se développe depuis les années 2000, ce qui a suscité de nombreuses réactions. Charlotte Pézeril s'est intéressée au point de vue des acteurs impliqués dans la lutte contre le sida. Malgré quelques voix dissonantes, la grande majorité des structures de lutte contre le sida critiquent cette pénalisation. Elles recommandent de ne prononcer des condamnations qu'en cas de transmission délibérée, en connaissance de cause. Elles estiment même que la façon dont les contaminations par voie sexuelle sont condamnées pourrait être contre-productive en termes de prévention, car elle ne suit pas toujours les données scientifiques. Par exemple, le fait que les moyens de protection comme les préservatifs ne permettent pas forcément d'éviter les procès n'incite pas à les utiliser. Dans certains cas, la non-prise en compte des données scientifiques conduit à des aberrations, comme des condamnations pour crachat ou morsure en lien avec la contamination potentielle au VIH, alors que ce virus n'est pas transmissible par la salive, ou la condamnation de personnes rendues non contagieuses par la prise de traitements adaptés. Lors des procès, l'accent est surtout mis sur la révélation du statut sérologique, sans prendre en compte que de nombreuses personnes vivant avec le VIH ne sont pas diagnostiquées. Cela concernerait environ 15% des séropositifs en France. L'ONU-SIDA estime que cela pourrait être un frein au dépistage, le risque de condamnation étant plus important pour une personne qui connaît son statut. Ce qui vient s'ajouter aux nombreuses discriminations subies par les personnes séropositives. Vous pouvez vous renseigner sur ce sujet en utilisant le mot-clé « sérophobie ». De nombreux documents détaillant ces raisonnements ont été produits par les acteurs de la lutte contre le sida et une dynamique de dépénalisation a été amorcée dans certains pays à la fin des années 2000, début des années 2010. La Suisse et le Danemark ont par exemple pris en compte l'efficacité des traitements existants sur la probabilité de transmission du virus et sur la mortalité de la maladie. Mais cette démarche reste marginale. Dans la dernière partie de son article, Charlotte Pézeril explique que l'analyse des procès liés à la transmission sexuelle du VIH nécessite de prendre en compte les rapports de genre, mais aussi des questions raciales et socio-économiques. Au Canada, en Grande-Bretagne et en France, les premiers procès ont tous concerné des hommes accusés d'avoir transmis le VIH à des femmes, en décalage avec les données épidémiologiques concernant ce virus qui touche de façon disproportionnée les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Un des arguments utilisés pour défendre la pénalisation de la transmission du VIH est d'ailleurs qu'elle permettrait de protéger les femmes contaminées par leurs partenaires, celles-ci ayant été relativement invisibilisées dans les premières décennies de la lutte contre le sida. Mais la protection des femmes est aussi utilisée comme un argument contre cette pénalisation. En effet, par leur suivi de grossesse, elles sont plus susceptibles de connaître leur statut sérologique, donc d'être condamnées en cas de procès, y compris pour des transmissions à leurs enfants. Concernant la dimension raciale de la pénalisation, plusieurs études ont montré que le risque de condamnation est particulièrement élevé pour les hommes noirs impliqués dans des relations hétérosexuelles, contrairement à ceux impliqués dans des relations homosexuelles. Les problématiques de race et de genre semblent ici entremêlées. Mais les préjugés racistes ne concernent pas que les accusés. Charlotte Pézeril détaille notamment le cas d'un procès qui s'est déroulé à Huy, en Belgique, en 2011, et qui en est un bon exemple. L'accusé était angolais, la victime était congolaise, et la cour a considéré que cette dernière avait tardé à porter plainte en raison de la mentalité africaine selon laquelle une femme doit être soumise et subir les décisions et l'attitude de son mari. What the fuck? D'après Charlotte Pézeril, cette vision caricaturale et monolithique de la femme africaine soumise à la domination masculine explique l'absence de discussion concernant la position sociale et financière précaire de la victime au cours du procès. Enfin, la pénalisation porte ses affaires sur la place publique, et celle de Huy en est également l'illustration. Les médias ont insisté sur l'origine de l'accusé et ont occulté les nuances apportées pendant le procès pour le présenter comme un contaminateur volontaire, s'appuyant sur des préjugés racistes et entretenant l'idée d'une sexualité noire dangereuse. Indépendamment de la situation personnelle de l'accusé, ce procès a ainsi contribué à stigmatiser les personnes séropositives en Belgique, particulièrement celles d'origine africaine. Comme on l'a vu, la pénalisation de la transmission du VIH amène à réfléchir sur la façon dont les lois et les jurisprudences des différents pays s'influencent, sur le délai de prise en compte des données scientifiques, sur les rapports de pouvoir à l'œuvre dans les situations conduisant à des procès, et sur les discriminations que la pénalisation et sa médiatisation peuvent provoquer. Mais le caractère sexuel de cette transmission soulève aussi des interrogations sur notre conception du consentement éclairé,
de la co-responsabilité des partenaires sexuels, de la gestion de la prise de risque et de la liberté sexuelle. De façon plus large, le cas du VIH interroge sur la pertinence de créer des lois spécifiques à un agent infectieux donné plutôt que de s'appuyer sur l'arsenal législatif préexistant. L'actualité fait malheureusement écho à ces questions. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Avis de recherche. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire l'article. Il donne de nombreux exemples de procès que je n'ai pas repris dans la vidéo et cite plusieurs textes produits par les acteurs de la lutte contre le sida qui présentent des points de vue nuancés sur la pénalisation de la transmission. Si vous voulez plus de contenu vulgarisé en sciences humaines et sociales, pensez à parcourir le site de Mondes Sociaux. De mon côté, je vous dis rendez-vous dans un mois.